Imaginez un instant qu'une entreprise, une université ou même l'État puisse avoir des droits et des devoirs, un peu comme un être humain. L'idée peut paraître surprenante, mais elle est pourtant au cœur du fonctionnement de nos sociétés modernes. Alors regardons ça de plus près. D'un côté, on a la personne physique, un individu, avec un nom, une adresse, un patrimoine. Et de l'autre, on a la personne morale, comme l'Office national des chemins de fer. Et là, les parallèles sont assez bluffants. Elle a un nom officiel, un siège social qui lui sert d'adresse, et surtout un budget bien à elle qui lui assure une totale autonomie. Et tout comme un particulier, elle peut se retrouver devant les tribunaux, pour attaquer ou pour se défendre. La grande question, c'est donc comment est-ce possible? Quel est ce mécanisme juridique qui permet à de grandes organisations d'agir comme si elles étaient des individus à part entière? Pour bien comprendre, on va décortiquer tout ça en 5 points. On va voir pourquoi on a besoin de ce concept, ce qu'est la personnalité morale, ses différentes formes, ses conséquences très concrètes et pour finir, comment elle peut disparaître. Commençons par la base. Pourquoi le droit a-t-il eu besoin de créer ce statut un peu particulier pour des entités qui ne sont pas humaines? Quelle est la logique derrière tout ça? Eh bien, la raison principale, c'est la permanence. Les gens, eux, sont de passage. Les directeurs, les employés, ils changent, ils partent. Mais l'institution, elle, doit rester. Imaginez si une ville ou un hôpital cessait d'exister chaque fois que son directeur change. Cette personnalité juridique, c'est la garantie que les services essentiels continuent de fonctionner et qu'il y a toujours une entité légale à qui demander des comptes. Et cette idée de permanence nous conduit directement au cœur du sujet, le concept de personnalité morale en lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, c'est une sorte de fiction juridique très utile. C'est comme si la loi donnait un visage unique à un groupe de personnes ou à un ensemble de biens. Grâce à ça, une commune ou une association peut, en son nom propre, posséder un bâtiment, signer un contrat ou même aller en justice sans que cela n'implique personnellement chacun de ses membres. Et attention, ce n'est pas juste un jeu de mots. En droit marocain, le terme est très précis. Charciyatou el-Imar, le fait qu'il soit consacré par la Constitution de 2011, lui donne un poids énorme. Ça veut dire que ce concept est ancré au plus haut niveau de la loi et qu'il est devenu la norme officielle. Il y a cette phrase célèbre d'un juriste français qui disait « Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale ». C'est une boutade, et bien sûr, mais ça touche à un débat historique. L'école française y voyait une pure fiction, une abstraction. L'école allemande, au contraire, la considérait comme une réalité sociale. Aujourd'hui, on ne se pose plus trop la question. Son existence juridique, même si elle n'est pas physique, est admise partout comme indispensable. Maintenant qu'on a posé les bases, il faut savoir qu'il existe en fait deux grandes familles de personnes morales qui correspondent à la grande division entre le droit public et le droit privé. Et la grande différence entre les deux, c'est leur but. D'un côté, les personnes morales de droit privé, les entreprises qui cherchent à faire du profit, les syndicats qui défendent les intérêts de leurs membres. De l'autre, les personnes morales de droit public, l'État, une région, un hôpital public. Leur seule et unique mission, c'est de servir l'intérêt général, le bien de toute la collectivité. Et ça ne s'arrête pas là. Même dans le public, on peut faire une autre distinction importante. Il y a d'un côté les entités territoriales, dont le pouvoir s'exerce sur une zone géographique donnée, comme une commune ou une région, et de l'autre, les entités fonctionnelles, définies non pas par un lieu, mais par une mission spécifique, l'université pour l'éducation par exemple. Pour bien voir la différence, c'est simple. Dans une entité territoriale comme une municipalité, les dirigeants sont généralement élus et leurs responsabilités sont très larges, ça touche à tout. À l'inverse, dans une entité fonctionnelle comme une université, le dirigeant est souvent nommé et sa mission est ultra spécifique, gérer l'enseignement et la recherche. Ok, tout ça c'est la théorie, mais en pratique, qu'est-ce que ça change vraiment de donner cette personnalité à une organisation ? Quelles sont les conséquences dans la vie de tous les jours ? La conséquence la plus directe et la plus importante, c'est la responsabilité. Si quelqu'un se blesse à cause d'un équipement public défectueux, on n'attaque pas le directeur en personne, on attaque l'institution. C'est elle qui est responsable. De la même manière, c'est cette institution qui peut être propriétaire de terrains, de bâtiments, en son nom propre. Ensuite, il y a l'indépendance financière. C'est crucial. Le budget d'une université ou d'une région est distinct de celui de l'État. Ça permet une gestion autonome, une meilleure transparence, et ça garantit que les fonds alloués à une mission précise y restent bien consacrés. Et puis, il y a quelque chose de très spécifique aux personnes morales de droit public, ce qu'on appelle les prérogatives de puissance publique. Et ça, c'est un pouvoir énorme. L'exemple le plus connu est l'expropriation. Pour construire une autoroute ou une ligne de train, une entité publique peut obliger un propriétaire à lui vendre son terrain, parce que le projet est jugé d'intérêt supérieur pour la collectivité. Alors, une dernière question tout à fait logique se pose. Si une personne morale peut naître sur le plan juridique, est-ce qu'elle peut aussi mourir ? Et la réponse est oui, absolument. Sa fin est tout aussi encadrée par la loi que sa naissance.
Ça peut arriver de plusieurs manières, une fusion avec une autre entité, tout simplement l'accomplissement de sa mission, ou encore une décision politique qui, par une nouvelle loi, va la dissoudre ou la réorganiser complètement. Finalement, toute cette analyse juridique nous amène à une réflexion plus profonde, presque philosophique. Si la loi traite les institutions comme des personnes, avec des droits et des devoirs bien réels, est-ce qu'on ne devrait pas aussi attendre d'elles qu'elles portent une forme de responsabilité morale? C'est une question ouverte qui va bien au-delà du droit et qui interroge notre rapport à ces grandes organisations qui façonnent nos vies.